Alors, Louis, quel est cet objet? Bien. Monsieur Durieux, nous sommes en quelle année? Quelle drôle de question. Nous sommes en 1965. Très bien. Et le président de la République s'appelle? Arrêtez de me prendre pour un con, vous n'allez quand même pas me dire que vous ne vous rappelez pas de son nom. Rassurez-moi, vous ne souffrez pas d'une maladie neurodégénérative? Je sais que vous n'appréciez pas mes questions. Le problème, Louis, c'est que vous n'arrivez même plus à reconnaître un téléphone portable. C'est un peu normal. Nous ne sommes qu'en 1965. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Yodar. Je vous espère en forme, avec le moral et un peu de temps libre, parce qu'en ce moment, jusqu'au 22 novembre, Format Court, qui à la base est un célèbre magazine en ligne qui couvre l'actualité du court-métrage mondial, a mis en place sur les internets sa deuxième édition de festival au titre éponyme. Jusqu'au 22 novembre donc, vous pourrez découvrir gratuitement plusieurs courts-métrages programmés dans diverses sélections, tels qu'un focus sur la nouvelle vague roumaine, la compétition officielle ou encore un focus sur les origines du cinéma. Chaque jour, Format Court propose également des zooms avec les différentes équipes de films, et pour cela, rendez-vous sur leur site ou sur leur Facebook. Mon invité aujourd'hui est Bruno Collet, un breton dont le court-métrage d'animation a fait le tour du monde des festivals jusqu'aux Oscars. Pas étonnant puisque son titre n'est autre que Mémorable. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie, bonne écoute. Bonjour Bruno, tu es le réalisateur et scénariste de Mémorable, un court-métrage de 12 minutes produit par Vivement Lundi et sélectionné à la deuxième édition du festival Format Court qui est disponible en ligne aujourd'hui jusqu'à demain midi. Est-ce que dans un premier temps, on peut dire un mot sur ton parcours? Tu es diplômé des Beaux-Arts de Rennes. Tu as travaillé notamment en tant qu'assistant photo et décorateur sur divers films, sur différents formats aussi, je crois. Et effectivement, tout est vrai. Pour faire court, donc je suis sorti des Beaux-Arts en 90 et à l'époque, moi j'étais assistant photographe d'un studio qui faisait des photos publicitaires. C'était un boulot vraiment que pour payer mes factures, parce qu'en parallèle, je cherchais des galeries pour exposer mon boulot. J'avais passé un diplôme en tant que sculpteur et j'ai un ancien copain des Beaux-Arts qui avait arrêté, qui avait pas passé son diplôme mais qui avait fait après l'école des Gobelins et qui avait une publicité à faire sur Rennes, là où j'habite, et il cherchait des gens pour faire des prototypes en pâte à modeler. Et à Rennes, il n'y avait personne à cette époque-là qui pouvait répondre à son appel. Donc il a contacté des anciens copains des Beaux-Arts qui avaient passé des diplômes de sculpture, et on s'est retrouvés à 3 ou 4 à faire de la pâte à modeler, chose que j'avais pas faite depuis la maternelle. Et j'ai trouvé ça assez sympathique, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'animation. Et puis petit à petit, j'ai lâché la sculpture, j'ai lâché le boulot d'assistant photographe pour m'impliquer de plus en plus dans l'animation. Donc au départ pour des décors, pour des séries et des films et des clips réalisés par d'autres personnes. Et puis j'ai commencé à présenter des scénarios au départ pour des séries. Et en 2001, mon premier film qui s'appelle Le dos au mur a été sélectionné à Cannes. Et voilà, ça a démarré à ce moment-là. Et puis après, ça s'est enchaîné, ça s'est jamais vraiment arrêté. Bon, c'était déjà un bon début d'être sélectionné comme ça avec un premier film. C'était incroyable. Moi, je trouvais ça assez incroyable. Mais je voulais te demander, entre la sculpture et l'écriture de scénario jusqu'à la réalisation, il y a quand même un pas. Est-ce que tu as suivi des formations ou alors tu es complètement autodidacte? Ah ouais, je suis complètement autodidacte. Alors, il y a plein de gens de jeunes qui veulent maintenant faire de l'animation et qui me demandent des conseils. Je suis vraiment pas la bonne personne pour leur dire quel chemin et quelle école suivre, parce que moi j'ai un cheminement un peu atypique. Et puis, si ce premier film n'avait pas marché, j'aurais peut-être calmé mes ardeurs, mais vu qu'il a marché, mais c'est marrant que tu me poses la question, parce que c'est vrai que ce premier film, ne sachant pas faire d'animation, j'ai raconté l'histoire d'un petit bonhomme, ça s'appelle les arrêts bergères. C'est les petits hommes troncs qui sont fichés dans les façades de maisons pour retenir les volets quand ils sont ouverts, et qu'on bascule la nuit pour pouvoir refermer les volets. Tu vois de quoi Oui. de quoi je parle. Oui. Et donc c'est un film de 10 minutes qui raconte la vie de ce personnage. Et en fin de compte, lui reste un objet, ne parle pas. On voit surtout le temps qui passe, les patines, le crépi qui s'en va, la peinture qui s'écaille, les journées qui passent. Et donc je filmais des objets parce que je me suis dit je suis pas encore chaud pour me lancer dans un projet un peu plus ambitieux. Et puis ça a énormément plu. Et puis petit à petit, j'ai appris sur le tas, sur d'autres tournages. Puis j'aimais le cinéma depuis très très longtemps. C'était un rêve. Après, je viens de reparler à mes parents, mes grands-parents. Il paraît que quand j'avais 6-7 ans, ils étaient sûrs que j'allais être réalisateur, mais ils étaient les seuls à... Oui, tu le savais pas encore, toi. Je le savais pas encore. Ça me paraissait... c'est pour un petit breton, à l'époque,
c'était un truc, déjà fallait être à Paris, c'était impossible d'imaginer faire de l'audiovisuel en région, et c'est vrai qu'on a vécu avec le TGV, avec le numérique, quand je dis le numérique, le passer de la pellicule, donc de l'argentique au numérique, et aussi Internet, tout ça nous a ouvert des possibilités qui ont vraiment facilité le travail de tournage, mais aussi de production et de pré-production. J'ai plein de questions sur ton film, mais aussi sur ta filmographie en général, parce que j'ai eu la chance de voir plusieurs de tes précédents films. À chaque fois, tu utilises des techniques différentes. Enfin, en fait, j'ai l'impression que t'es bon en tout, autant en dessin animé qu'en stop motion. C'est quand même assez incroyable. Après, on ressent aussi ton passé en tant que sculpteur aussi. Tu pourras en dire un mot. Et plus particulièrement sur Mémorable, j'aurais voulu t'entendre sur la genèse de ce projet-là et surtout les inspirations qui ont pu te nourrir pour le fabriquer, parce que moi j'ai remarqué plein de clins d'œil. Alors les plus évidents peut-être sont La Nuit étoilée de Van Gogh, où à un moment il y a un personnage qui est la grande tête mince de Giacometti, mais je crois aussi que tu t'étais inspiré du travail d'un peintre anglais, William Mullen, qui était atteint lui-même d'Alzheimer. Est-ce que tu peux parler de tout ça? Oui, tu m'as posé plusieurs questions. Oui, pardon. En même temps, là, il faut quand même remettre les choses à place. C'est que moi, j'écris les scénarios, je fais des recherches graphiques ou en volume, mais après, c'est quand même un travail d'équipe. Et quand tu me parles des différentes techniques, effectivement, que j'utilise, que ce soit du dessin animé, l'image de synthèse ou la stop motion, parce que moi, le but, c'est de raconter une histoire, quel que soit le moyen utilisé, même je peux intégrer des acteurs dans certains courts-métrages, mais tout ça, je fais appel quand même à des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi pour les animer ou pour les dessiner. Donc je ne maîtrise pas toutes ces techniques. Voilà, c'est vraiment un travail j'aime bien le rappeler, parce que c'est vrai que quand je me présente aux gens dans des festivals ou des projections, j'arrive tout seul et ils ont l'impression que j'ai fait le film tout seul, mais je laisse bien défiler le générique jusqu'à la fin pour leur montrer qu'on est entre 25 et 30 personnes à travailler sur un film, même sur un court-métrage d'une dizaine de minutes. Voilà. C'est vrai, dès que je peux créer les personnages, si j'ai le temps, parce que maintenant je passe plus de temps à écrire qu'à dessiner ou à sculpter. Donc sur Mémorable, je voulais à tout prix créer les personnages, en tout cas les modèles qu'on retrouve dans le film. Et après je les passe dans les ateliers à des gens qui vont faire les moules, qui vont faire les tirages, qui vont caler les armatures à l'intérieur, et puis je les ai récupérés cette fois-ci pour les peindre. Par exemple, j'avais fait un film sur Bruce Lee, un hommage à Bruce Lee, où là c'est pas moi qui dessinais le personnage ni sculpté. Voilà, donc je peux aussi donner ce travail à des personnes plus douées que moi dans certains, dans la caricature. On avait un personnage plutôt cartoon, préférais faire appel aux bonnes personnes. Donc c'est l'histoire de Louis Durieux qui est bloqué en 1965 car il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors comment t'es venue cette histoire-là? Alors, moi j'avais envie ça faisait quelques années que j'avais envie d'aborder le sujet de cette maladie, parce que je voyais bien que, c'est pas que ça se rapprochait, mais il y avait quand même un nombre assez conséquent de personnes qui étaient touchées. Moi je suis pas touché dans ma famille proche, c'est souvent une question qu'on me pose. Non, mais n'empêche qu'au départ on disait oui, c'est des gens âgés, c'est des gens qui se sont pas beaucoup servis de leur cerveau. Enfin, il y avait plein de bruit au départ, et puis quand on a commencé à avoir des acteurs, des politiques touchés par cette maladie, je me suis dit en fin de compte c'est une sorte de roulette russe, ça peut tomber sur n'importe qui. Donc j'avais envie de traiter le sujet, mais il y avait eu déjà des films d'animation qui avaient été faits sur le même thème, même des longs métrages. Il y en avait en dessin animé, un dessin animé espagnol qui s'appelait La Tête en l'air, qui traitait déjà de ce sujet, et puis il y avait eu des cours, et je cherchais un angle un peu différent pour parler de la maladie. Un peu par hasard, je tombe sur un artiste qui s'appelle William Mullen, qui est un peintre anglais, et qui était un peintre assez figuratif. Et ce qu'il a de spécifique, c'est qu'il a peint jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Il a continué à faire des autoportraits. Et on voit sur les 5 dernières années l'évolution de la maladie à travers son regard. C'est-à-dire qu'on voit son visage se déformer, on voit les couleurs évoluer, et les derniers dessins sont juste des crayonnés où il n'arrive même plus à trouver son regard. On voit une esquisse de nez, un trou pour la bouche, et c'était le dernier dessin avant qu'il soit hospitalisé. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même bouleversant, et je vais faire cette proposition de me placer dans la tête du malade. Qui est un peintre en plus, rappelons-le. Et un peintre, ouais, parce que pour moi c'était plus facile de me glisser en tant qu'ancien élève d'une école d'art. C'était assez facile pour moi de me glisser dans la peau de ce personnage. C'est pas du tout un film médical, hein, même si, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai été sollicité par des neurologues qui trouvent le film vachement bien, qui l'ont passé je sais qu'en Suisse il a été passé à des malades et des médecins. Mais au
départ, moi, c'était une proposition comme ça de ce malade qui voit son monde se partir en poussière, se déliter autour de lui. Voilà. Tu citais le travail de ce peintre-là, mais à l'intérieur de ton film, il y a également plusieurs références et clins d'œil à d'autres artistes, surtout Oui, de l'art moderne. Est-ce que tu peux en parler? Enfin, c'est pas un catalogue. Je voulais pas que ça tombe sur un cours d'histoire de l'art, mais j'ai pris des artistes qui sont quand même mondialement connus et qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, ça ne nuit pas à la lecture du film. Je suis parti de cette idée que quand ces malades perdent la mémoire, en fin de compte, les souvenirs qui restent les plus vivaces sont les plus anciens. Et lui, étant artiste, c'est tout ce qu'il a aimé dans sa jeunesse qui remonte à la surface et qui vient un peu boucher ces nouveaux trous qui se créent dans sa mémoire. Donc ses premiers amours prennent de plus en plus de place dans ce monde qui devient de plus en plus désert, parce que autant au départ on le découvre dans un atelier très chargé avec plein d'objets, plein de peintures, plein de tubes, de pinceaux, et à la fin c'est complètement, il n'y a même plus de mur, il n'y a même plus de sol, il n'y a même plus de plafond, on est dans de nuages blancs. Voilà, c'était marquer ce cheminement en montrant les premiers amours. Tu l'as dit, oui, tout devient de plus en plus abstrait, voire conceptuel aussi, dans ta technique à toi, mais aussi dans sa technique à lui. Il en finit par peindre avec les doigts, enfin c'est une superbe idée. Et je sais pas si tu l'as vu, j'y pense comme ça, il y a une vidéo qui est ressortie d'une ancienne danseuse étoile qui est justement atteinte d'Alzheimer et qui se souvient des gestes de la chorégraphie du Lac des Cygnes. C'est très émouvant et ça m'y fait penser aussi. Ouais, elle est assise et très âgée et elle danse avec juste ses bras. C'est très touchant. Donc tu vois, ça vient bien illustrer mon propos, comme quoi effectivement ces anciens souvenirs sont ancrés quand même dans la mémoire reste ancré dans la mémoire du malade. D'autant que tu finis sur une valse aussi. Coïncidence. Oui, dans la danse, dans les rires et dans la couleur. Même si c'est beaucoup de personnes qui sont touchées, mais c'est pas une fin. Elle est triste, mais au moins, par pudeur, j'ai essayé de l'emballer un peu dans la musique et pas finir dans un truc en noir et blanc. Ce qui aurait pu être un choix, on aurait pu très bien imaginer que plus il perd la mémoire, plus il finit dans un monde obscur et triste. Et c'est plutôt le contraire, que lui il devient de plus en plus coloré et la musique devient de plus en plus entraînante. Mais tout se perd, tout ce qu'il y a autour de lui disparaît. Au regard de quelques-uns de tes autres cours, je pense notamment à son Indochine que tu as réalisé en 2012 ou Le Jour de gloire en 2007, il y a des thématiques communes puisqu'on suit des protagonistes masculins et le rôle justement de la mémoire et des souvenirs y est très important. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu veux rebondir? Ouais, parce que ça sur un premier, tu vois, le premier, le dos au mur parlait de la vie d'un objet qui va finir, d'un objet utilitaire qui va finir chez le ferrailleur à être refondu pour être un autre objet plus tard. Dès le premier, il y avait déjà ce thème qui était présent, mais c'est vrai que plus je fais de films, plus ça renforce. On tourne toujours autour de la même chose, la naissance, la mort et la mémoire. Oui, alors c'est quoi la question? D'où ça vient? Pourquoi? Oui, est-ce que tu avais une idée de ça? Enfin, c'est des thèmes qui te sont très chers ou en fait pas plus que ça, ou tu t'en rendais peut-être pas compte, je sais pas. Non, je suis obligé de m'en rendre compte. Je pense qu'au départ, c'était vraiment ce que j'avais envie de le faire. Maintenant, il y a quelqu'un un producteur qui m'a dit ouais, mais pour Nicolas, il a pas de style. C'est vrai qu'il n'y a pas un style graphique qu'on retrouve de film en film, mais pourtant il y a un style, on reconnaît, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'ai fait une petite tournée dans des salles, et les gens reconnaissent les films par le thème choisi. Ils disent, ah oui, il y a quand même un univers, il y a un point commun, il y a une certaine ironie, même par moment. Mais je pense que ça me vient de... Enfin, il faudra peut-être une thérapie pour vraiment chercher la cause, mais mon père et ma mère étaient fils et filles uniques, et donc j'avais pas de cousins ni d'oncles. J'avais que des grands-oncles et des grands-parents dans la famille proche. Donc je passais beaucoup de temps avec des personnes qui étaient assez âgées. Quand j'étais adolescent, parler avec eux de l'actualité, de ce qui se passait, on était vraiment en décalage. Donc je les branchais souvent sur leurs souvenirs. Ils adoraient en parler et moi j'apprenais plein de choses. Et je pense que de vivre comme ça avec des personnes je ne veux pas dire d'un autre siècle, mais on n'était vraiment pas de la même génération. J'avais un rapport au souvenir, à l'histoire qui
un truc qui m'intéresse aussi assez important. Je pense que c'était le point de départ, parce que c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans, toute cette famille proche a disparu vu leur grand âge. Donc voilà, il y a eu un basculement assez rapide entre ma famille proche et une sorte de disparition comme ça de gens avec qui j'avais passé beaucoup de temps et qui étaient très âgés. Et voilà, au Beaux-Arts, on me disait, Collet, il est né vieux. C'est un truc déjà qui est... Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'avais dû prendre des tics, des habitudes, plutôt couche-tôt, lève-tôt, déjà adolescent, j'avais ce comportement. Donc ça m'a permis de pas changer. Je continue sur ce même rythme de vie. Je ne vieillis plus. Je suis né vieux. Ou peut-être simplement plus mature que nous-mêmes. Et alors, permets-moi de te contredire, parce que tu disais qu'on ne retrouvait pas forcément un style entre tes différents films. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que justement, dans Le Jour de gloire, on retrouve ce personnage de soldat, oui, voilà, qu'on retrouve également dans Mémorable. Et justement, j'avais une question sur ces différentes techniques que tu utilises et que ton équipe utilise. Est-ce que d'emblée, tu as une idée très précise pour permettre de rendre ton propos, ou en tout cas le récit cohérent ou en corrélation entre le fond et la forme, ou pas? Quand j'écris le scénario, normalement, je vois déjà les images. Donc c'est assez rapide. Le gros problème, c'est que ces images, il va falloir que je réussisse à les transposer sur papier ou en modelage pour les faire passer au reste de l'équipe, que le reste de l'équipe comprenne ce que j'ai dans la tête. C'est ça le plus compliqué. Mais quand j'écris le scénario, le soir, en couchant, le film, je me le déroule. C'est ce qui est possible sur un cours. Tu vois, un film de 10 minutes, tu peux te le projeter tout seul dans ta tête, faire ton montage. C'est beaucoup plus difficile quand tu dépasses après cette durée, ça devient impossible. Mais sur un cours, je le visualise assez rapidement. C'est un truc que je trouve assez super, c'est que le cinéma d'animation me permet de réaliser au propre comme au figuré mes rêves. Je l'ai eu en tête et 9 mois plus tard, il est fabriqué avec une équipe et il est projeté à d'autres personnes. Je trouve que c'est un des rares métiers où tu peux d'un rêve en faire un projet, en faire un film, et essayer d'emmener des gens avec toi sur ces images que tu as eues un an avant, pendant l'écriture du scénario. Ai-je répondu à la question? Ben oui, parfaitement. Et justement, je voulais connaître un peu ton rapport au court-métrage. J'ai l'impression que tu es très libre et que c'est justement un format qui te permet peut-être d'explorer différentes pistes que tu aurais en tête. Est-ce que tu vois ça comme ça? T'as bien saisi plein de choses sur les films et effectivement sur cette volonté. Parce que les gens ils comprennent pas ça. Ça va faire 20 ans que je fais des courts-métrages, ils comprennent pas pourquoi j'ai pas envie d'aller sur des longs. Et effectivement en fiction ça se fait assez rapidement. C'est l'école du long-métrage. Faut voir que sur un court c'est déjà beaucoup de temps à passer dessus. Il faut compter presque un an de travail pour Mémorable par exemple entre le début de la fabrication et la finalisation du film. Mais moi j'ai une très grande liberté à faire des cours. C'est-à-dire que financièrement, même si c'est des films qui coûtent quand même qui ont un budget assez conséquent, on me laisse une très grande liberté sur le choix du sujet et la façon dont je vais me l'accaparer. Ce qui n'est pas le cas, parce que je travaille j'ai des projets de long quand même en parallèle et je vois tous les problèmes que ça peut poser. C'est-à-dire plus il y a de gens à intervenir sur le film, plus on va avoir d'avis, plus on va avoir d'interdits, et puis un public, une cible, et tu rentres dans un marché. Donc côté économique devient très très important, que je ne ressens pas sur les cours. J'ai la chance en plus que France Télévisions, depuis 20 ans, après acheter tous mes cours, donc le financement s'est fait assez facilement. Et voilà, je suis très libre. Et puis tu travailles aussi, j'ai l'impression, toujours avec la même boîte de production. Est-ce que tu t'entoures de mêmes personnes pour mettre en œuvre chacun de tes projets à chaque fois? Ouais, je suis assez fidèle moi dans mes équipes quand ça se passe bien. Alors je fais des petits coups dans le contrat au niveau musical par exemple. J'aime bien travailler. La musique est tellement importante. Mémorable, il y a du dialogue, mais la plupart des autres films, même s'ils sont pas muets, il y a pas vraiment de dialogue. Donc la musique est vraiment très très importante. Il y a 50% de l'émotion du film qui passe par la musique. Donc c'est une chose qui rentre très vite en ligne de compte. Et le choix du compositeur arrive très vite. Et j'attends pas
du tout la fin du film pour intégrer le compositeur au projet. Ça arrive très 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 rapidement. Et là, c'était Nicolas Martin, quelqu'un que j'avais jamais travaillé. Mais voilà, je suis très content du travail. Et c'est vrai que cette émotion, tu vois, donc tu parles de la danse finale, tout ça, on le doit à sa composition aux musiciens qui ont enregistré ce morceau. Ton film mémorable a eu un parcours... en fait, on pourrait utiliser le titre comme adjectif pour décrire son parcours en festival, puisque tu es quand même allé jusqu'aux Oscars, tu l'as présenté là-bas. Est-ce que tu trouves que ça a changé quelque chose pour toi, pour ton rapport peut-être avec des financeurs? Si tu disais que tu as des projets de long, est-ce que tu as senti un changement par rapport à ça ou pas? Ouais, c'est pas énorme, mais j'ai l'impression que ce que je dis est plus intéressant, on m'écoute plus. C'est un truc assez plaisant, et surtout moi que ça rassure. Je sais pas si ça a changé le regard des gens sur mon travail, mais le fait que les cours ne rentrent pas dans une véritable économie cinématographique, on sait jamais si le film marche ou pas. Enfin, pour moi, c'est les festivals, les prix, les sélections sont très importantes, parce que c'est ce qui me permet, c'est le baromètre. Le baromètre du film, c'est ce qui me permet de savoir s'il plaît, s'il plaît pas. Autrement, c'est très difficile d'avoir un retour. J'ai pas un nombre d'entrées, moi, j'attends pas le mercredi avec impatience pour savoir si le film a marché. Le seul moyen de savoir pour moi si le film marche, c'est à travers les sélections. Et les prix du public. Ouais, énormément celui-ci. Alors là, on a battu tous les records. C'est un film qui plaît énormément au public, et ça, oui, je l'ai ressenti ça assez rapidement quand j'assistais aux projections. C'est-à-dire que c'est la première fois où les gens, pour moi, m'abordent comme ça à la sortie du film. C'est très étonnant, parce que les gens qui m'abordent sont souvent des gens qui ont subi de façon assez proche la maladie chez un proche, enfin quelqu'un de leur famille. Et ils m'en parlent comme si je les comprenais, comme si moi aussi j'avais partagé cette douleur, cette peine, la perte d'une personne chère. Et ils se dévoilent assez facilement. Enfin, je suis très étonné de ça, de cette proximité. Voilà, donc j'essaye toujours d'être bienveillant dans ces moments-là, parce que ça pleure, ça serre les bras. Voilà, je pense que le sujet fait aussi que le film a énormément marché. Oui, parce que finalement, c'est un sujet universel aussi. J'imagine que la réception dans d'autres pays est la même qu'en France. Ouais, et ça, j'en étais pas sûr du tout, mais quand tu reçois des prix en Amérique du Sud ou en Corée, du Sud aussi, du coup, l'Europe, je savais à peu près, mais la sélection aux États-Unis et beaucoup de prix du public, tu te dis, ouais, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et voilà, et je pense que la façon dont il a été abordé permet d'être compris par le plus grand nombre. C'est un film assez accessible. Je suppose avec une part aussi d'interprétation. Je pense qu'on peut se l'accaparer et y intégrer un peu. Chaque spectateur peut intégrer aussi un peu de sa propre expérience des souffrances. Juste avant de découvrir les recommandations artistiques de Bruno Collet, je vous rappelle que son film sera disponible en ligne sur le site de Format Court. Au besoin, tous les liens sont dans la description de ce podcast sur SoundCloud. Bonjour Yoda, je suis Bruno Collet et je te recommande. Alors, à lire, je te recommande, je l'ai devant moi, c'est une collection, c'est Capricci Story. C'est des bios d'acteurs. Moi, j'en ai lu deux, une sur Bruce Lee et une sur Robert Mitchum. C'est des petits formats. Je vais quand même citer l'auteur de Bruce Lee, qui s'appelle Adrien Gombeau. Ça se lit super bien, ça fait un peu plus d'une centaine de pages. C'est plein d'anecdotes. Vraiment, ça se dévore. Celui de Bruce Lee est très bien, et celui de Mitchum nous fait découvrir quand même un petit côté de sa vie privée c'est pas piqué des hannetons. Voilà, ça se met facilement dans une poche, à lire dans le train, autre transport en commun. Voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Je sais qu'ils vont en avoir d'autres à apparaître. Je crois qu'il y en a un sur Marlon Brando, Mel Gibson, John Crawford. Voilà, c'est pour ceux qui aiment le cinéma, effectivement, qui est un peu daté, des années 50 aux années 80, américains, il y a pas mal de trucs. Et tant qu'on parle de films passés, moi j'étais assez marqué dans mon adolescence par les films d'anticipation des années 70. Puis j'ai deux garçons qui ont l'âge de visionner ces films. Alors les films dont je parle, c'est la vague de THX 1138 de George Lucas, Rollerball,
Silent Running, Soleil Vert, La Planète des Singes. J'avais toute une série comme ça de films qui sont sortis dans les années 70 où c'est pas des films catastrophes. Enfin, la catastrophe a déjà eu lieu et le héros a pour quête de trouver la vérité, d'apporter la vérité au monde. Et j'avoue, on l'a pas regardé d'un seul tenant, mais je suis en train de revoir Soleil Vert, film de Richard Fleischer de 73 avec Charlton Heston sur la surpopulation, la pollution, le manque de nourriture pour les terriens. Et c'est étonnant parce que ce film, en pleine pandémie, il fait écho à plein de choses, de voir ces gens avec ces masques, avec la ville qui est dans une brume orange, comme on a vu San Francisco il y a 2 mois à la télé avec les grands incendies. Je le trouve il a très bien vécu ce film. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de ces films qui faisaient peu appel aux effets spéciaux, et surtout pas les effets spéciaux numériques parce qu'ils n'existaient pas, donc tout est basé sur des décors réels et sur le jeu des acteurs. Et voilà, si vous avez l'occasion de revoir ce film de 73, c'est un regard sur le monde et sur l'inquiétude qui était déjà présente à cette époque-là. Tous ces films ont quand même pas mal marqué. Je crois qu'on est marqué par les films qu'on voit à une certaine époque aussi. Enfin, pour moi, les films de l'adolescence ont laissé une trace beaucoup plus forte que les films que j'ai vus après. Je fais cinéma à la maison, ils y vont un peu en reculant, là, ils vont encore me montrer des vieux trucs, on va se faire chier. Et en fin de compte, ça marche pas mal. Ils J'arrive savent quand séduire. même à les... Bon, Ouais. tant mieux. Bah, merci L'information. beaucoup. C'est moi. Je remercie encore une fois Bruno Collet, mon invité, et toute l'équipe de Format Court. Yodar, c'est fini, mais je vous retrouve très vite. À bientôt.